Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Mikuba Télévision pour décrypter ce qui fait l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Et vous le savez, Politico revient sur les faits qui ont marqué la RDC durant les 7 derniers jours. Aujourd'hui, avec un membre de l'opposition, on va notamment parler de cette proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. On va dire une proposition qui a énervé nos amis de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont claqué la porte le mercredi dernier, laissant la majorité seule pour analyser et corriger cette proposition de loi qui devra dans le prochain jour organiser l'expression du peuple congolais sur les différentes questions de la gestion de la chose publique en RDC. Entre-temps, Ebola continue à sévir, notamment dans les zones de guerre, en Ituri, où le gouvernement tente tant mieux que mal à trouver une solution à cette crise qui risque de nous coûter cher. Déjà au niveau de la Coupe du Monde, les supporters congolais ont été empêchés de rejoindre l'équipe nationale pour les soutenir pour cette Coupe du Monde qui démarre dans à peu près un mois maintenant. Pour parler de tous ces sujets, je reçois ce soir M. Franck Senga, il est cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. M. Franck, bonsoir. Bonsoir, M. Alain. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui vous énerve tant dans cette proposition de loi visant à organiser les référendums en République démocratique du Congo pour aller jusqu'à claquer la porte de l'Assemblée nationale? Oui. Disons que l'idée de pouvoir organiser une loi sur le référendum, l'idée elle-même oui, n'est pas mauvaise. C'est nécessaire parce que ça peut nous accompagner à plusieurs formes de modifications ou de décisions que le peuple doit prendre pour agir. Mais l'allure que la majorité a pris pour organiser ce référendum nous emmène à croire que nous irons tout droit vers un changement de constitution. Étant donné que ce référendum-là veut donner un pouvoir supra-constitutionnel au président de la République pour qu'en dernier ressort, qu'il puisse décider sur la constitution elle-même. Donc, voyez-vous, donc là, le président devient... on met le président sur un standing au-dessus de la Constitution pour qu'il puisse décider en dernier ressort. Et là, il devient pratiquement un monarque et personne ne peut l'arrêter dans toutes ces frasques et idées qui pourront lui passer par la tête. C'est ainsi que nous avions dit non. On ne pourra pas décider de l'accompagner. Il ne pouvait pas compter sur nous. Nous avons claqué la porte à partir du moment où la loi référendaire a été traitée en commission et elle est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Oui, mais cette politique politique de la chaise vide, est-ce une bonne option? Eux-mêmes, les gens de l'UDPS, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont joué à cette carte de la chaise vide dans le passé. Et si vous lisez bien l'histoire, ben, ça n'a pas empêché à ceux qui étaient au pouvoir d'aller jusqu'au bout de leur logique. La constitution actuelle en vigueur a été adoptée après que l'UDPS ait décidé de laisser sa chaise vide. Est-ce que vous ne prenez pas le risque là de laisser la majorité faire ce qu'elle veut de cette loi qui va nous gérer tous? Moi, je pense que, disons que déjà qu'à l'Assemblée, nous ne faisons que moins de 5% du nombre de députés. Vous êtes des figurants. Étant donné que vous connaissez ce qui s'est passé aux élections avec Kadima, et encore qu'ils veulent l'utiliser pour faire passer ce genre de choses, aller au référendum avec ce même type. Mais la chaise ne va pas rester vide, croyez-moi, étant donné que nous avons quand même un peuple qui va occuper toutes les chaises, et y compris les leurs. Donc ne pensez pas que le peuple congolais, qui sera la première victime quant à cette loi qu'ils veulent faire passer en force, le peuple lui-même va se décider et va mettre un terme
à ce jeu de dupes de la majorité de l'Union sacrée. Vous avez été élu, vous, quand je dis vous, c'est les membres, les élus de Ensemble qui sont au niveau de l'Assemblée nationale pour représenter le peuple. Je repose ma question, en abandonnant ce pourquoi vous avez été élu, qui va porter une voix contraire à celle de la majorité? À part, évidemment, vous revenez au peuple, mais les élus d'Ensemble qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas censés s'exprimer dans la rue. Ils sont censés exprimer leur désaccord dans l'hémicycle. Nous sommes a priori censés être redevables au peuple. Donc, quand notre voix n'est plus audible au niveau de l'hémicycle, nous pensons qu'on peut aller directement en face de notre peuple qui nous a envoyés là-bas pour faire une restitution de la bêtise qu'ils veulent opérer au niveau de l'hémicycle. Étant donné que notre voix n'est pas entendue, eux-mêmes se disent que, bon, on va aboyer, mais la caravane va continuer à passer. Ils se font des airs d'arrogants, d'orgueilleux. Et ils se disent que nous n'allons rien faire à partir du moment où on est moins de 5% à l'Assemblée, ils vont nous écraser. Alors nous disons que nous allons maintenant devant notre peuple et on restitue toute tentative de violation de l'ordre constitutionnel qu'on veut opérer au niveau de l'Assemblée pour que le peuple prenne des dispositions et se prenne en charge en étant debout face à cette forfaiture. Juste une précision, Ensemble fait-il partie de C64? Bien sûr, nous faisons partie de 64. Vous êtes dans la coalition C64. On va revenir sur la ville morte que vous, le C64, comptez organiser le mercredi prochain à travers la République. Mais revenons d'abord à cette fameuse proposition de loi portant organisation du référendum en RDC. Vous ne pensez pas que les commentaires que vous émettez n'ont rien à voir avec ce qui est réellement proposé dans cette loi? Notamment, par exemple, quand vous dites que cette loi vient donner une carte blanche à Félix Tshisekedi pour qu'il soit le dernier décideur sur la Constitution. Quand on voit, par exemple, dans cette proposition, l'article 4, qui dit, je cite le point A, la révision de la Constitution, conformément aux dispositions des articles 218 à 220. Aucun référendum ne peut porter sur les matières qui sont bloquées par l'article 220. C'est dans la proposition. En d'autres termes, par quel moyen vous pensez que le fait que cette loi va passer va permettre au régime en place de violer les dispositions verrouillées de la Constitution, notamment parce que vous suspectez Tshisekedi de vouloir prendre un troisième mandat? Or, la loi que j'ai entre mes mains, la proposition en tout cas, elle bloque à son tour les dispositions verrouillées par la Constitution. D'où vous tirez les suspicions que vous mettez sur Tshisekedi? Non, le problème c'est que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de susceptibilité dans cette loi-là. Et ce qui est écrit n'est pas réellement l'intention intérieure de ces gens. Ah, vous protestez contre l'intention, pas contre la lettre. Écoutez, nous en avions vu de toutes les couleurs. Ici, on a déjà un accord avec les États-Unis dont les annexes ne sont pas toujours connus jusqu'à maintenant. Ce sont des gens qui peuvent nous dribbler à tout moment. Et c'est même ça l'intention. Au fait, pourquoi je dis ça? Au fait, on donne le pouvoir. Donc, Félix Tshisekedi veut se donner le pouvoir à travers une assemblée constituante, de pouvoir lui donner un pouvoir supraconstitutionnel pour, je voulais dire, consulter même une équipe d'experts pour décider sur la Constitution, y compris sur l'article 220. Mais pourquoi faut-il vouloir changer de Constitution si l'article 220 ne sera pas bougé? On reviendra sur la Constitution. Restons concentrés sur la loi référendaire, M. Franck. Sérieusement, voici ce que dit l'article 6 de cette proposition de loi.
sous peine d'irrécevabilité, toute initiative de révision constitutionnelle porte sur des matières susceptibles de révision conformément aux articles 218 à 220 de la Constitution. Les matières ou dispositions suivantes sont non révisables. Et on cite les matières. Le caractère indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque de l'État, la forme républicaine de l'État, la forme représentative du gouvernement, le principe du suffrage universel, le nombre et la durée du mandat du président de la République. Ça, c'est la fameuse loi sur le référendum. Toutes ces matières, toute cette liste, c'est dans la liste des matières que ni le président, ni l'Assemblée, ni le peuple ne peuvent demander une révision constitutionnelle. C'est écrit noir sur blanc. Alors pourquoi vouloir changer la Constitution si ça existe déjà? Non. Ces matières existent déjà dans cette Constitution. Oui, mais pourquoi vouloir changer de Constitution alors? Bon, parlons-nous de révision. Écoutez, on doit parler de révision. La révision, nous ne l'interdisons à personne. Okay. La révision elle-même est constitutionnelle. Donc la Constitution a prévu le mécanisme de sa propre révision, mais pas de son changement. Pourquoi parlons-nous de changement alors que tout ce que vous avez énuméré là se trouve déjà dans notre Constitution? Moi, je pense que le problème, c'est... D'ailleurs, Alain, ils le disent, les bons eux-mêmes le disent, en commençant par le président à Lubumbashi. Qui est celui-là qui va oser m'empêcher ou m'interdire de changer cette constitution? Ils le disent, Fachi aura 3 mandats ou un 3e supposé. Les uns disent tout droit, Tina 3. Kabouya dit vouloir ou pas, nous serons au pouvoir. Même les pasteurs de nos églises ici, en tout cas moi je me demande, vous savez l'histoire d'une constitution, vous savez au monde entier il existe des discussions, des débats sur des éventuels changements de constitution. Ça existe partout, dans tous les pays. Mais seulement, c'est un débat qui doit être porté par une élite, je dirais, neutre et une élite indépendante à la politique active du pays. Voyez-vous? Donc, on doit le faire avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de calme et dans un temps non suspect. Là, on pourra parler de manière posée de certaines choses pour essayer de voir comment on peut introduire quelque chose en fonction de comment évolue la culture, les manières et le monde. Voyez-vous? On comprend votre argumentaire. On va revenir sur les motivations du changement ou pas de la Constitution. Pour l'instant, on est sur la loi qui doit organiser les référendums. La Constitution elle-même, elle renvoie à une loi sur l'organisation du référendum. La loi sur le référendum de 2005 organisait tout simplement le référendum sur la modification constitutionnelle, alors que la Constitution actuelle prévoit plusieurs sortes de questions référendaires qu'on pourrait poser au peuple congolais. Et donc cette nouvelle loi, elle vient combler ce vide juridique. Quel est le mal que vous voyez dans cette proposition de loi sur le référendum? Quel article vous gêne-t-on? Ou bien doit-on comprendre qu'à partir du moment où le camp présidentiel a annoncé son intention de changer de constitution, désormais, toute initiative législative, selon vous, sera interprétée comme allant dans le sens d'accomplir ce besoin? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on comprenne? Bon, disons que, considérons que la loi sur le référendum est une loi organique. Oui. Mais aucune loi organique ne peut se substituer au-dessus de la Constitution, donc de la loi mère. Bien sûr. Aucune. Donc, les gens, enfin, ceux-là qui sont habilités à pouvoir, enfin, le professeur Gondanko, et encore faut-il le considérer comme un prof, je ne sais pas trop bien, parce que finalement, ces gens commencent à nous faire mal à la tête. Ils sont censés écrire une loi qui soit en adéquation avec la Constitution. Bien sûr. Mais quand vous voyez quelqu'un qui écrit une loi et qui injecte sournoisement des articles qui donnent au président
au président de la République un pouvoir supra, au-dessus de la Constitution, pour créer une caste d'experts, afin que les experts disent ce que l'on doit faire de notre Constitution, là, ça devient dangereux. C'est pour ça que nous avions peur. Parce qu'à partir du moment où ils ont dit que les matières qui sont interdites, chaque pays a quand même des interdits. Les matières interdites ne seront pas touchées. Je ne vois pas pourquoi on va changer de constitution. Qu'on aille directement dans une révision constitutionnelle. Comme ça qu'ils nous disent, noir sur blanc, quels sont les articles qui empêchent le président et le gouvernement à mieux gérer la République que maintenant. Aujourd'hui, toutes nos villes sont les plus sales d'Afrique, même les plus sales au monde. Le président lui-même a été dégoûté quand il a fait une visite, je ne sais pas, au Grand Marché. Une ville complètement sale, alors que c'est même ça le miroir du pays, de la capitale qui est le miroir du pays. Mais totalement sale. Dites-moi, c'est quel article qui empêche, disons que le gouvernement a mieux fonctionné. Dites-moi, regardez comment le pays, les finances sont gérées. Des détournements en cascade et tous les jours. Quelle est la loi qui les empêche de pouvoir fonctionner normalement dans ce pays? Moi, je pense que je commence même à avoir un peu pitié de ces gens-là. Ils sont à bout, ils comprennent que dans une année et demie, c'est la fin. Ils ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup de gaffes. Ils ne savent plus comment rectifier le tir. Ils se disent la seule façon de se protéger, de protéger notre vie, notre sécurité après ce pouvoir, c'est de rester au pouvoir et de rempiler, quoi qu'il arrive par rapport aux conséquences. Moi, c'est ça, au fait, qui me fait mal. Donc, c'est un peu comme des pyromanes qui sont prêts à tout pour garder l'impérium. C'est un peu ça le problème. Vous savez, la Constitution, on ne la change pas pour l'intérêt d'une personne. On change la Constitution pour justement régler les problèmes auxquels fait face, des problèmes sérieux auxquels fait face le pays pour sa bonne marche. Et là, on sera beaucoup plus d'accord avec eux s'ils nous donnaient des raisons valables auxquelles nous allons y faire face, nous tous, pour le destin de ce pays. On va revenir. J'ai l'impression que vous voulez vite aller sur le changement de la Constitution. Restons d'abord sur cette actualité, sur la loi de l'organisation du référendum. L'opposition que vous êtes, vous avez craqué la porte de l'Assemblée nationale. Vous prévoyez d'organiser une ville morte à Kinshasa et à travers la République le mercredi 3 juin prochain. Et curieusement, c'est ce même jour que le pouvoir, ou plutôt les soutiens du pouvoir, notamment le parti présidentiel UDPS, a choisi pour organiser sa marche de soutien au changement de la Constitution. Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer? Bon, nous connaissons ce pouvoir. Bon, enfin, c'est un pouvoir caractérisé par la violence, le mensonge, l'intimidation. Voilà ce qui caractérise ce pouvoir. Donc, ils pensent, eux, que l'opposition n'a pas droit à pouvoir s'exprimer pour ne pas être d'accord avec leur démarche à eux. Pour eux, ce que le gourou décide doit être scrupuleusement respecté par tout le monde. C'est ainsi qu'ils se disent, ils n'ont pas assez d'arguments. Quand vous appelez quelqu'un en face de vous, de l'Union sacrée, vous lui dites, dites-nous, quels sont les articles qui vous empêchent de bien fonctionner? Ils n'en ont presque pas. Finalement, vous allez voir qu'après quelques minutes de discussion, ils tombent dans l'invective, dans l'injure, finalement la violence et l'intimidation. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la confrontation. Pourtant, si vous êtes un bon observateur de la société congolaise, je suis en train de remarquer comment tous les ingrédients commencent à se mettre en place pour qu'un jour une guerre civile éclate dans plusieurs villes du pays, avec cette attitude. Nous savons que... C'est que vous souhaitez. Pourquoi souhaiter les morts? On en a déjà perdu autant avec les guerres successives depuis 30 ans. Parce que quand vous avez... Pourquoi? Mais ce sont eux... Quand C64 a annoncé
la ville morte pour le 3 juin. L'un de hauts cadres de l'AMUCA a dit, Prince Epenge pour ne pas les citer, demander aux parents de ne pas laisser les enfants aller à l'école parce que ce qui arrivera, arrivera. Ce sont des menaces à peine voilées. Même Fayoulou l'a dit, demander à tout le monde de rester à la maison, ne pas sortir. Ce sont des menaces. Non, pas du tout. Enfin, nous aussi, nous demandons à ceux-là qui nous écoutent de rester à la maison parce que c'est une ville morte. Nous voulons faire savoir au pouvoir qu'on peut aussi barrer la route par rapport... Et ceux qui vont sortir, qu'est-ce qui va leur arriver? Non, je sais qu'il y a des gens qui vont sortir avec leur force du progrès et tout ça, et ils sont prêts à en découdre. Et nous serons à la maison avec ceux-là qui vont nous écouter. Donc ils seront seuls en train de chercher qui tabasser, qui tuer ou jeter. Déjà que le pouvoir a la force publique, la police, l'armée, mais par-dessus le marché, ils ajoutent encore des civils, une milice qui n'est pas très bien contrôlée. Et nous Kabouye a décrié le comportement de la force. Justement, ça c'est... Il a dit... Non, ça c'est la télé. Tu as vu un type de la force du progrès faire même des déclarations, urbi et orbi, pour dire celui qui va oser seulement marcher contre le changement de constitution, il va nous trouver sur son chemin et même nous irons jusque dans leur lit pour saboter leurs femmes. Ils parlent déjà de viol. C'est une milice qui n'est pas très bien contrôlée, on ne la maîtrise pas. C'est une bombe à retardement au niveau des grandes villes, ces gens-là. Vous savez que ce sont des gens qui sont capables de tout. Le pouvoir n'a pas une observation assez attentive quant à ceux. Ils sont en train de... Vous pensez que le pouvoir est distrait? Ils ne voient pas le danger venir? Si, en fait, pour eux, ils se disent c'est la seule manière de pouvoir contrer l'opposition quant à leur manifestation et quant à leur... Pardon, je m'excuse. Quant à leur droit souverain à pouvoir barrer la route à un pouvoir qui veut se comporter en potentat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous surestimez un peu votre force? Ville morte, seul Étienne Tshisekedi était capable de le faire. C64, à peine 2 semaines d'existence, vous appelez à une ville morte. Et si ça ne marchait pas? De toutes les façons, nous avions plein de voix à pouvoir se faire entendre. Même si il arrivait que ça marche à moitié ou ça ne marche pas, nous allons continuer. Ce n'est qu'une première expérience, d'ailleurs, une première de la longue série d'actions qui sera engagée sur le terrain. Ne vous en faites pas. Un deuxième échec, parce que Augustin Kabouya, président du parti présidentiel UDPS, a un peu minimisé la sortie de C64. Il a dit vous étiez à peine 12. Vous n'avez même pas su mobiliser la population pour la sortie officielle de votre coalition. À peine 12 personnes, disait-il. Ça, ce n'est pas son problème à lui. Au fait, la sortie de la coalition était prévue d'être lue. C'était juste une lecture de la sortie et ça devait être fait dans une salle. Et d'ailleurs, ça devait être fait dans une salle d'à peine 20 personnes ou peut-être une trentaine. Mais il y a eu des réclamations comme quoi non, on doit faire participer quelques membres de chaque regroupement pour essayer de donner une force. Mais ce n'était pas une manifestation publique là où on devait comptabiliser des milliers. Non, ça n'a rien à voir. C'était une déclaration qu'on devait lire et faire savoir que, voilà, nous avions mis en place cette structure et attendez-vous, mettez-vous en ordre de marche pour essayer de bloquer les intentions maléfiques du pouvoir. Ça n'avait rien à voir avec une manifestation... On dit que C64, votre coalition, vous avez touché, on vous a financé par Joseph Kabila, Paul Kagame, pour contrer le changement de la Constitution. Arrêtez avec ces gens. Ces gens, ils vont dans tous les sens. Mais, disons que la salle qu'on a louée, et même la manifestation elle-même, ça ne pouvait pas aller au-delà de 5 000 $. Oui, venu de Kabila, bien sûr. Mais ça, vous pensez que quand on a besoin de 5 000 $, il faut qu'on fasse appel à Kabila? Encore que Kabila n'est même pas de... Étant donné que c'est lui qui veut le chaos dans le pays. Non, moi je te réponds, Kabila n'est pas de C64.
Il n'est pas de chez nous, il n'est pas de cette coalition, il n'en fait pas partie. Il a déjà sa coalition à lui, qui est de Sauvons le Congo. Oui, mais si on estime que Sauvons le Congo peut agir aussi dans un sens où il faut freiner la dictature ou la tyrannie qui s'installe, tant mieux. La porte est ouverte pour Sauvons le Congo vers C64. Vous pourriez vous associer pour barrer la route à Tshisekedi? Cela n'a pas été encore le cas. Si jamais ils arrivaient, si jamais ils proposaient leur aide. Je ne pense pas que ça soit le cas parce que c'est deux grandes forces qui peuvent évoluer dans une convergence parallèle, chacun de son côté. Ça vous générait d'avoir le soutien de Sauvons le Congo? En tout cas, si nous le soutien qu'on cherche, c'est du peuple congolais. Si le peuple congolais... La question est précise. Si jamais Sauvons le Congo... Épousez votre combat. S'il vous plaît, Alain, les questions sont... le bienvenu. Les questions sont pour vous, mais les réponses sont pour moi. OK? Donc, si le peuple congolais qui se reconnaît en sauvant le Congo peut aussi nous accompagner, ce même peuple peut aussi accompagner ces 64 dans une démarche loyale pour barrer la route à la tyrannie qui s'installe, tant mieux, qu'ils soient les bienvenus. Kabila, c'est un ami gênant? Parce qu'apparemment, vous avez du mal à l'assumer. Kabila, c'est un seul individu sur 120 millions d'habitants. Nous avons besoin de ces millions d'habitants-là. Un ami riche, capable de financer le désordre dans le pays. Nous n'avions pas besoin de financement de désordre. D'ailleurs, on n'en fera même pas. Nous connaissons les champions du chaos et ils sont de l'autre bord. C'est pour ça qu'ils vous disent... Ils sont de l'autre bord. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'ils maîtrisent mieux ce que vous prévoyez de faire. Écoutez, et ils vont nous allons répondre de manière civilisée à ces sauvages-là qui vont se permettre de venir nous violenter en cours de route. Dernière question sur le 3 juin prochain, c'est que vous prévoyez de faire. S'il y a casse, s'il y a mort d'homme, qui va répondre? Pourquoi il y aurait mort d'homme? Parce que ce sont des manifestations purement pacifiques et démocratiques. Pourquoi il y aurait casse? Qui va venir casser quelqu'un qui reste chez lui? C4 va marcher, vous allez... Nous n'allons pas marcher. Nous avons demandé au peuple de rester chez soi. Je ne sais pas la différence. À la limite, tu pourras me poser cette question le jour où nous allons nous décider de se déverser sur les rues de Kinshasa et de Lubumbashi. Là, tu viendras avec la même question. Là, peut-être la réponse sera beaucoup plus nuancée et caractéristique. Okay. Voilà. On va voir ça. Ouais. À ce stade, la loi sur l'organisation du référendum est, on va dire, presque passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Le Sénat devra s'y pencher aussi. Si votre ville morte du mercredi prochain est un flop, qu'est-ce qui va se passer? Alain, je t'ai dit ici que... Vous avez des stratégies. C64 ne vient qu'à peine d'être mis sur pied. Et la ville morte sera la première manifestation que nous allons expérimenter sur la ville de Kinshasa particulièrement. Et ne vous en faites pas, s'ils avancent, nous allons quadrupler les efforts pour barrer la route. Pour Kinshasa? En principe, c'est une ville morte qui peut toucher toutes les grandes villes du pays. Mais initialement, vous prévoyez, on va jauger ça où? À Kinshasa? En fait, la capitale a toujours été un jauge par excellence d'une manifestation d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Quel message, très rapidement, vous adressez à ceux de votre coalition C64 qui menacent les gens en leur disant de ne pas sortir, avec des menaces comme quoi on va vous taper, on va vous faire du mal? Est-ce que c'est dans cette logique que vous organisez votre ville morte? Je ne sais pas pourquoi vous répétez la même question. Nous avons demandé aux gens de rester chez soi. Mais les gens s'égrèvent à votre message. Non. Je vous ai posé la question tout à l'heure, qui va payer les casses? La ville morte, mais qui va venir casser? Nous avons dit les miens, les nôtres, restez. Chacun chez soi, à la maison. Ce qui va se passer les dehors, gens qui vont... ça ne vous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. S'il y a des casses, donc demandez à ceux-là qui vont envoyer les leurs dans la route, dans les rues pour casser ou taper des gens. Venons-en maintenant à cet objectif qui s'est donné la majorité au pouvoir et très clairement le président de la République.
toucher à la Constitution. Le pouvoir en place, en tout cas l'UDPS ne s'en cache pas, c'est très clair dans leur tête, cette Constitution, coûte que coûte, elle va être changée, même si la guerre à l'Est ne se termine pas avant. Félix Tshisekedi doit remplir pour un premier mandat de la 4e République en 2028. Il ne faut pas compter sur le départ de Félix Tshisekedi en 2028. Et pour cela, ils avancent 3 arguments essentiels. Certains articles de la Constitution qui ne correspondent plus à la réalité actuelle du pays. Ensuite, on parle du fait que le président de la République est dépouillé de tous ses pouvoirs dans cette Constitution, ce qui fait qu'il est insulté de partout pour des choses dont il n'est pas censé être responsable au regard de cette Constitution. Il faudra donc la changer. 3e argument phare de ceux qui demandent ce changement, c'est que cette Constitution, elle est truffée de pièges du Rwanda. Comme quoi? Comme quel piège? Ben oui, ça commence à tourner un peu ridicule. Il y a notamment l'article 217 qui dit quoi? Qui est un piège parce qu'on dit que cet article laisse une porte ouverte à une cession de notre territoire parce qu'on dit au nom de la paix, il y a même un prêtre, plutôt un pasteur qui l'a dit, au nom de la paix, cette constitution nous dit de céder 300 km avec un pays voisin avec qui on est en conflit. Ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que ces arguments ne tiennent pas la route, vous, de l'opposition? Vous savez, M. Alain, de prime abord, je voulais d'abord dire que, vous savez, il y a, les matières constitutionnelles sont des matières, il y a des matières techniques et juridiques qui ne doivent être percées par n'importe qui. Aujourd'hui, nous voyons que des églises, des pasteurs des églises de réveil apparemment payés à coût de quelques billets, mettre sur la place publique des débats, je dirais fortuits. Non, c'est pas bien. On est descendu trop bas. Vous n'encouragez pas ça? Non, on est descendu trop bas. Vous savez, ce n'est pas à ce niveau que le débat d'un changement ou des révisions constitutionnelles pouvait aller jusqu'à ce point. Non, ce n'est pas bon. Vous savez que l'article 217, je vais rentrer sur la Constitution de 1967 après le coup d'État de Mobutu de 65, il y a eu une Constitution du impair. Cet article-là, pour dire on peut céder au nom de l'unité africaine. Voilà, au nom de l'unité africaine, une partie de notre souveraineté dans un domaine comme dans un autre pour essayer de cheminer ensemble. Mais Louis-Félix Tshisekedi, avant de cette constitution, comment il a été emmené la RDC à l'EAC là-bas? Il a été emmené la RDC à l'EAC en vertu de cet article 217. Pour dire, on peut cheminer ensemble et partager certaines portions de notre souveraineté pour essayer de développer la sous-région. Et 43 pays africains ont cette disposition constitutionnelle dans leur constitution. Donc ça, c'est un faux débat, voyez-vous. Mais maintenant, j'ai même entendu Kabouya dire qu'on va rentrer sur la constitution de 1992 de la Conférence nationale souveraine. Est-ce que vous savez que cette constitution de la Conférence nationale souveraine, elle a institué le fédéralisme comme mode de fonctionnement? Oui, mais Kabouya, on va rentrer au fédéralisme? A été très clair, on ne va pas quand même jeter comme ça à la poubelle le travail de tous ces anciens qui ont travaillé à la Conférence nationale souveraine. Mais bon, ça n'est pas à prendre en l'état. Il dit qu'il faut l'actualiser aux réalités actuelles. C'est un aventurier. Lui-même, quand les gens étaient à la Conférence nationale, je ne sais pas s'il était à Gabiakamouanga. Aventurier, c'est quand même fort. Vous pouvez retirer ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais au moins, je ne sais même pas où il était. Peut-être qu'il était encore businessaire dans les carburants et tout ça. Bon, mais écoutez, vous savez, ce qu'on veut faire du chef de l'État, nous avions déjà vécu ça. On a connu ça avec Mobutu. Vous savez, après les indépendances, le pouvoir était plus ou moins soupesé entre le gouvernement et la présidence, le Premier ministre. Et le Parlement. Oui, et Mobutu a fait un coup d'État
pour se dire qu'il devait être maître à bord pour essayer de centraliser tout autour de lui, tout le pouvoir autour de lui. Et nous avions fait 32 ans. Le pays n'a pas décollé. Oui, le pays est resté comme ça. Paix, on était dans la paix. Non, la paix... Sous Mobutu, moins de tribalisme. Non, la paix, c'est... Le président s'il vous plaît, le gouverneur, il avait... Ça n'a rien à voir, ça. Le monde évolue. Écoutez, la paix était fonction de genre, des partenariats qu'il avait avec le monde qui était bipolaire. Notamment les Américains, d'où l'accord avec Washington. Non, mais Mobutu n'a pas donné toutes les richesses aux Américains. Il a gardé quand même la grosse partie à la progéniture. Et Mobutu n'a pas été donné sur un plateau d'or tout le Congo en échange juste d'une protection et de la fin de la guerre, alors que la guerre ne finit même pas. Tout ce qu'on a donné aux Américains 6 mois après la signature du contrat, mais la guerre est toujours là. Je disais ici que ce qu'on veut expérimenter, ça avait déjà été fait. Mobutu avait tous les pouvoirs, il avait tous les pouvoirs de décision. C'était l'alpha et l'oméga. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, les gens se sont dit non, trop c'est trop, on ne peut pas attendre, même une décision de faire une petite tranchée ou un drain devait venir de Kinshasa. Donc ça ne va pas. Vous savez, avec la décentralisation, les provinces se sentent plus ou moins, ils sentent qu'ils respirent quand même par rapport à certaines petites décisions dans les entités décentralisées, commençant par la province elle-même. Mais si vous voulez encore cerner le peu qu'ils ont déjà acquis, mais on entre dans une période noire, on ne sait pas très bien comment on s'en sortira. Vous ne pensez pas que les choses telles qu'elles se passent actuellement dans les provinces, il y a des provinces qui sont instables, hein, et des gouverneurs qui arrivent du mal à faire même 1 an à la tête des provinces. Ces jeux de ping-pong entre parlement provincial et exécutif, ça retarde le développement. C'est à ça que la majorité actuelle veut solutionner en donnant tout le plein pouvoir au chef de l'État pour qu'il soit le seul à mettre et démettre les gestionnaires de province. Donc il devient ça c'est une royauté. Mais est-ce que vous pouvez, ça c'est un royaume. Est-ce que vous pouvez reconnaître quand même que sous Mobutu, quand il était le seul à décider de qui gère les différentes régions, comme on les appelait à l'époque, au moins on avait l'unité nationale? Oui. Ça a un côté positif, cette centralisation du pouvoir. C'était relatif, il y avait toujours des rébellions qui tentaient... Oui, mais il a tenu quand même plus de 30 ans en sécurité, oui, avec l'unité nationale. Non, en fait, il y a eu... C'est vrai qu'il y avait la crise, mais ça c'était un peu lié à toute... Justement, il y avait des rébellions, ça et là, parce que les gens n'étaient pas d'accord par la façon de gouverner ce pays avec cette constitution-là des putschistes. Et il en sera de même si le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne. C'est très dangereux. Aujourd'hui, le monde a tendance, dans tous les pays au monde, on a tendance à pouvoir décentraliser la gestion pour essayer de fluidifier la mise en place des grandes décisions qui se prennent. Si vous pensez que c'est et puis, qu'on se le dise, aujourd'hui Félix Tshisekedi, il a tous les pouvoirs, non? Il a sa majorité à lui. S'il veut démettre un premier ministre, il est démet. Aujourd'hui, il a même la possibilité d'inviter les gouverneurs à Kinshasa et les bloquer là-bas et laisser le Parlement faire n'importe quoi, les parlements provinciaux. Le dernier en date, c'est Kaboula. Mouyej a subi le même sort. Et Zoé Kabila, je pense. Et donc, le président, avec 95% de la majorité parlementaire et 99% du Sénat, mais il a déjà tout avec lui. S'il veut dicter, s'il n'est pas d'accord avec un gouverneur, de manière purement démocratique, il suffit qu'il dise « écoutez, il n'a plus ma confiance, ce type. » Mais il saute. Mais ça se passe de manière démocratique. Voilà le problème. Écoutez, ne pensez pas que... Et d'ailleurs, quand Mobutu nommait les gouverneurs, mais où est-ce que le pays est allé? On ne s'est pas développé pour autant. Votre leader, on ne s'est pas développé. Votre leader, Moïse Katumbi, il veut diriger ce pays. Oui. Vous ne pensez pas que c'est dans votre avantage si la Constitution était changée, qu'on donnait plein pouvoir au chef de l'État,
ça pourrait permettre à votre leader, si jamais c'est lui qui est président de la République, de gérer avec tous les pouvoirs la République? Non. Il pouvait bien en Non, bénéficier. non. Écoutez, dans tous les pays, hein, disons que dans toutes les sociétés, on ne peut pas vivre sans interdit. Il y a quand même des interdits auxquels on ne peut pas toucher ou qu'on peut toucher de n'importe quelle manière. On doit quand même respecter certains interdits. Moïse Katumbi sera fier de pouvoir diriger ce pays sous une constitution taillée sur la République et pas taillée sur sa personne. Elle était taillée sur mesure pour Kabila. Soyez d'accord. Vous, votre parti, votre leader, il a combattu Joseph Kabila. Cette constitution, dit-on au niveau de l'UDPS, a été taillée sur mesure pour Kabila. Non, je ne pense pas. Kabila a été poussé à pouvoir accepter cette constitution. N'oubliez pas que c'est une constitution qui est venue, qui a été mise en place au terme d'un long conflit. Le pays était disséqué, presque balkanisé en 4 ou 5 morceaux. Et Kabila a été contraint pour la paix. Je pense qu'il avait fait un peu le sage, quand bien même c'est un jeune homme de 29 ans, contrairement à ce que nous voyons. Il s'est dit, bon, plutôt que de forcer dans le roc avec la guerre, les morts vont continuer. Il a été contraint d'accepter certaines exigences de certains qui avaient des armes contre lui, pour essayer de parler le même langage. Et on a associé tout le monde et la Constitution est venue au terme d'un long conflit qui a fait beaucoup de morts. Donc à un moment donné, il faut être voilà, hein, donc lucide. Quand on vous entend parler de Kabila, est-ce qu'on aurait tort de dire que vous avez une certaine admiration pour Joseph Kabila? Vous savez, on a combattu Kabila parce qu'on a pensé ce n'était pas un bon président. Maintenant, pour nous, il est bon. S'il vous plaît. Mais le problème, c'est que Kabila, aujourd'hui, a la chance d'avoir un élément de comparaison. Ah. C'est ça, c'est tout le problème. Et Tshisekedi a fait pire que lui? De loin pire que lui. Donc, ici, si vous voulez que je prenne une conclusion entre les deux, je dirais quand même que moi, je choisis Katumbi. Ne me demandez pas de choisir entre le mal et le pire. Voilà. Kabila, c'est le mal, Tshisekedi, c'est le pire. Oh, non, entre les deux, vous préférez que Katumbi... Voilà, entre les deux, je préfère la bonne santé, donc, ni la malaria, ni la peste, mais la bonne santé, et Katumbi, qui est Katumbi. Il va rejoindre quand sa base pour faire ce combat de barrer la route à Tshisekedi? Nous attendons, il est bloqué, le passeport n'est toujours pas renouvelé, donc... Mais il a le droit d'aller partout dans le monde, sauf au pays, dans son pays, à cause d'un passeport? Oui, il a un sauf-conduit. Parce que, oui, mais c'est sauf conduit peut les conduire aussi à Lubumbashi, pourquoi pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous savez, dans votre pays, on ne vous remet pas une pièce d'identité auquel vous avez droit. Est-ce qu'il a besoin d'un passeport pour rentrer bien, chez lui? Bien sûr, il en a besoin. Parce que pour quitter encore ce pays, aller à l'extérieur, il faut qu'il ait ce passeport-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer, parce qu'une fois rentré, il ne peut plus sortir, c'est ça? Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement sa mobilité. Ces gens pensent que Katumbi est un homme à abattre parce qu'il leur fait peur. Encore que on lui a pris quelque chose qui lui appartenait en 2023 et on a honte de fixer dans les yeux... On lui a pris quoi en 2023? S'il vous plaît, vous êtes sûr et vous savez très bien ce qui s'est passé le 20 décembre 2023. Et vous savez ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. On ne va pas ouvrir cette boîte-là. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, cette phrase, de plus en plus, je commence à l'entendre de plusieurs officiels occidentaux. Hein. J'ai entendu d'un ancien secrétaire général américain, j'ai entendu cette phrase d'un diplomate britannique, d'un grand journaliste belge, du ministre des Affaires étrangères belge, et même d'Emmanuel Macron, il l'avait dit tout haut. Paul Kagame lui-même, que vous l'ayez mis au pas, mais il l'avait quand même dit, nous avions entendu. Il y a quand même deux présidents qui ont le papier, le deal là. Deux présidents africains, trois même, qui ont ce deal. Ils montrent ça à tout le monde. Le deal entre Kabila et... Mais bien sûr, Kabila et Tshisekedi en 2023. Et d'ailleurs, on dit que c'est un deal de 2 ou 3 pages où chaque article transpire l'intérêt de deux personnes.
finalement, on a emprisonné 120 millions d'habitants dans un chiffon. Le vin est tiré. Et voilà, le pays a déraillé. On est déjà là. On en est là. On ne va pas brûler le pays. Kabila a donné le pouvoir depuis 2019. On ne va pas continuer. Il a donné, oui. Vous avez très bien dit. Il a cédé. Il a donné. Il a cédé le pouvoir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. Non, qu'on le prenne comme dit. Hein. Il a cédé le pouvoir en 2019. Maintenant que les hommes de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, se mêlent à cette campagne pour le changement de la Constitution. Vous, de l'opposition, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, vous ne le voyez pas d'un bon œil. Pourtant, quand les autres hommes de Dieu, notamment l'Église catholique et les CC, critiquent le pouvoir en place, vous ne semblez pas avoir les mêmes points de vue en leur disant de rester dans l'Évangile. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que les catholiques et les protestants auraient le droit d'émettre leur point de vue et sur la Constitution et sur la gestion du pays, mais pas les autres confessions religieuses qui soutiennent le pouvoir? Non, on n'a pas défendu aux lépreux de parler de... Oui, hein, ce n'est pas moi. Hein. Okay. C'est pasteur Moïse Mbié qui a traité le groupe des pasteurs qui sont derrière le changement de constitution de lépreux. Et je pense qu'il a tapé juste. Hein. Donc, nous, on n'interdit personne à entrer dans le débat d'un changement, d'un éventuel changement de constitution. Non. Mais on se dit seulement qu'il y a quand même des aspects techniques et juridiques qui se trouvent dans la Constitution qui ne sont pas percés par tout le monde. Donc on doit avoir un certain sens de responsabilité quand on doit traiter ces matières. Même si un pasteur d'une église de réveil doit traiter ces matières, il doit à la limite être un éclairé, un initié. Comme nos pères spirituels de l'église catholique. Oui, on ne peut pas avoir un illettré comme évêque dans l'église catholique. Mais dans vos églises ici, vous avez des illettrés, des gens qui sont venus de nulle part, mais qui veulent emmener ce débat sur la place publique et malheureusement à un niveau, non, dans la crasse. Quand le pasteur, apôtre ou bishop, je ne sais pas comment encore, Jules Moulindo par exemple, dit que toute personne, tout Congolais qui va s'opposer au changement de la Constitution est un idiot, est un imbécile, Bazaba Zoba. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction? Donc c'est quand même dommage. Hein. Et nous, on se dit, on est en train de préparer un plan, une loi organique qui va gérer les églises après qu'on ait accédé au pouvoir. Si on accède au pouvoir, je pense qu'on va réguler ce secteur-là de fond en comble. Il y aura très peu d'élus dans ce domaine pour essayer d'exercer sur la parole de Dieu. Mais maintenant, quant à la... que ça ne va pas demander à toucher la Constitution. Quant à la propension, non, c'est juste une loi organique, ça n'a rien à voir avec la loi mère. D'accord. Mais quant à la propension à voir tous les pasteurs venir un peu comme en soutien à l'union sacrée, je pense que c'est une question d'argent. On leur donne l'argent. C'est l'argent qui les attire. Oui, ils sont soudoyés. On a vu même dans le Haut-Katanga, oui, toutes les confessions. Une ribambelle de pasteurs se mettre ensemble. Par le gouverneur Haït pour apporter leur soutien. Oui, c'est une question d'argent. Quand vous entendez, quand vous voyez 24 bourgmestres de la capitale, tous réunis faisant une déclaration de soutien au changement de la Constitution et leur adhésion publique à ces 4, en tant que mandataire public, est-ce que vous trouvez que nous sommes toujours dans les normes? En fait, je pense qu'on est dans une... Et ça vient après que les gouverneurs de province aient aussi déclaré on est dans leur soutien une au changement situation de la où on est en train maintenant d'instrumentaliser les institutions de l'État. Ce n'est pas seulement les gestionnaires publics, mais aussi la justice, malheureusement. Finalement, l'instrumentalisation, la théâtralisation des institutions commence à toucher tous les secteurs de la vie publique. Et c'est ça qui est dangereux. Nous sommes en train de vivre un effondrement de l'État qui va finalement nous emmener tous dans un trou. Et pour s'en sortir, je ne sais pas quels efforts on doit fournir pour essayer de sortir la tête de l'eau.
Voyez-vous, et tout ça, c'est la qualité des dirigeants qui nous gèrent. C'est à la limite, tout ne doit commencer que par de bonnes élections. Et quand on a de bonnes élections de manière régulière, nous pouvons espérer la circulation des élites au sommet de l'État. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est notre combat justement pour essayer de voir en 2028 avoir des élections les meilleures que possible afin de pouvoir emmener au sommet les gens que le peuple a choisis. Pour avoir les bonnes élections en 2028, il faudra commencer par modifier la loi électorale notamment. Ensemble à des députés au niveau national. Quel bilan législatif vous avez? Disons que... aucune loi proposée jusqu'ici? Non. Je crois que Mando Simba avait proposé une loi, mais je pense que ce n'est pas encore aligné. Écoutez, vous savez, pour proposer une loi, pour qu'une loi passe vite, c'est aussi disons que le poids des regroupements parlementaires qui soutiennent cette loi. C'est très compliqué à partir du moment où... Toutes vos propositions sont étouffées. Voilà, c'est très compliqué à partir du moment où une loi qui va mettre mal à l'aise le fonctionnement maléfique de la majorité. C'est tout le problème. Donc nous sommes dans une cacophonie justement dictée par la théâtralisation des institutions. Vous voyez que nous avons des kamikazes au Parlement et pas des députés. Plein de kamikazes qui sont prêts à tout pour se faire un peu d'argent parce qu'ils savent que dans 1 ou 2 ans, ça sera fini pour eux. Le temps de construire un petit bâtiment de 3 niveaux et laisser les enfants à l'abri du besoin primaire. C'est tout ce qui leur reste. Les hommes d'État, on n'en a pas dans ces... À propos des hommes d'État, il y en a même... Le président de la République a fait la différence entre homme d'État et homme politique. Moïse Katumbi, il est plutôt homme d'État ou homme politique? Regardez seulement sa posture quand il faut prendre des grandes décisions. Moïse Katumbi sait qu'il a gagné les élections en 2023. Il pouvait prendre des décisions pour brûler le pays, mais il s'est comporté en Salomon devant les 2 femmes. Il a plutôt peur. Non, devant les 2 femmes. Non, il n'a pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Écoutez, non. Opposant, ça ne signifie pas la prison, non, pas du tout. Non, on doit être sérieux. Etc. Mais c'était un gouvernement d'apartheid. Vous voulez le comparer avec un gouvernement démocratique? Non, pas du tout. Vous savez, je répète ici, Félix Tshisekedi et ses sbires là, ils ne pensent qu'à leur avenir. C'est tout. Ils pensent à leur avenir. Ils se disent, mon Dieu, si on ne change pas de constitution, quelle sera la qualité de notre vie après notre pouvoir? Et vous ne pensez pas à ça? Écoutez, et je suis en train de voir que Félix Tshisekedi, il est dans le même cas que Kabila en 2016. Ils n'ont plus aucun schéma précis. Ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non, le schéma est clair. Je te dis, il n'y a plus aucun schéma. Loi référendaire, non, justement, c'est justement un tâtonnement. Pas d'élection en 2028, écoutez, Tshisekedi reste en place. Justement, c'est un tâtonnement et ça peut nous emmener dans le mur, attention. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent passer en force, c'est pour se sauver et pour se protéger après 2028. C'est tout le problème. Et à partir du moment où ils n'ont pas un schéma clair, je suis très sûr qu'en 2028, il y aura un suicide collectif dans ce pays. On verra ça. 2028, c'est à peu près plus de 2 ans maintenant. Dernier sujet, avant de finir cette émission, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous allez répondre très rapidement. Crise sanitaire en zone de conflit, notamment en Ituri avec Ebola. La riposte fait face aux groupes armés parce que les personnes touchées sont notamment dans la partie occupée par les rebelles du M23. Les Rwandais, comme l'Ouganda, ils ont décidé de fermer la frontière, étouffant la population qui ne sait plus se ressourcer. Que doit faire le gouvernement pour solutionner cette question? En tout cas, moi, j'ai vraiment mal. C'est une tragédie que nous vivons dans l'Est avec cette pandémie. Et
Et ça veut passer finalement de l'étape d'épidémie à une pandémie. Hein. Donc ça sera déclaré parce que les contaminations ne sont plus contrôlées. Voyez-vous. Alors que plus de 900 cas suspects. Et plus de 200 morts, voyez-vous, en un rien de temps. Donc c'est une affaire très... Moi je pense que du point de vue sanitaire, hein, comme on ne doit pas considérer une zone comme occupée par... Non, je pense qu'on doit faire comme dans l'éducation. Voyez-vous, vous voyez, l'éducation est toujours prise en charge par le gouvernement central à partir du moment où... Et les enseignants de Goma sont toujours pris en charge par Kinshasa. Oui, oui, et même les examens d'État. Je pense que... Dans la même logique. Oui, Mais le gouvernement, le ministre de la Santé, le gouvernement d'ailleurs, a dit que pour intervenir de ces côtés-là, il faut que le Rwanda quitte l'espace. Non, pas du tout. Même si le ministre de la Santé atterrissait à Goma là-bas, il ne sera pas tracassé. C'est à partir du moment... On va le laisser faire. On va le laisser faire parce qu'ils doivent travailler en coordination. Sinon, ils n'ont pas le moyen. On va finir. Oui, mais ils doivent coordonner pour stopper la pandémie. Et sinon, Katumbi, il ça est sera connu grave. pour être un bon samaritain. Pourquoi il n'aide pas les victimes d'Ebola? Est-ce qu'il a pensé à ça? On sait qu'il a toujours été donateur. Oui, bien sûr, mais enfin, il est loin du pays. Et puis, c'est quelque chose qui est déjà pris en charge par l'OMS, mais ils doivent travailler en coordination. En fait, c'est beaucoup plus sensible qu'amener des habits, amener à manger. Ça c'est la santé. Hein. On doit prendre ça avec beaucoup de sérénité et de sérieux. Dernière rubrique. On vous propose 5 personnalités à qui vous adressez soit un message, soit une question. C'est une nouveauté. On l'a entamé la semaine dernière. On commence avec, oui, on commence avec la première personne, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bon, qu'il prépare ses affaires pour 2028. Qu'il prépare ses affaires pour 2028. Oui, c'est la fin de son mandat, oui. Moïse Katumbi. Toutes les chances sont de son côté et je pense qu'on aura à rebondir dès les élections prochaines avec lui. Corneille Nangaa. Bon, lui, je dirais que, il faut dire quand même qu'il nous a mis dans le pétrin en 2018. Bon, il l'a reconnu, l'eau a déjà coulé sous le pont. Mais pardonné. Enfin, l'eau a coulé sous le pont, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, j'ai pas dit. Okay. Je pense qu'il doit rivaliser beaucoup d'efforts pour se mettre d'accord avec le gouvernement de Kinshasa afin d'aplanir les différends et faire la paix. Joseph Kabila. Bon, il est aussi l'un des responsables de la débâcle que nous vivons, mais je crois qu'il ferait mieux de corriger son erreur. Fifi Masuka. Fifi Masuka, bon, qu'elle multiplie son travail x 10, hein, parce que je ne vois c'est pas suffisant, c'est qu'elle fait. Ce n'est pas suffisant par rapport à ce que le Lualaba, le potentiel de la promesse, le potentiel qu'on met à sa disposition. Un petit bonus, parce que nous savons que vous êtes un grand sportif. Sébastien Desabre. Qu'il nous ramène une bonne prestation à la Coupe du Monde. Est-ce que comme le ministre national de sport, vous pensez qu'on peut gagner cette Coupe du Monde? Le pays est encore géré avec beaucoup de désordre, surtout dans le secteur. Je ne pense pas qu'il fasse... Vous ne pensez pas ou vous ne souhaitez pas? Je ne pense pas qu'il fasse les miracles. Monsieur Faksenga, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, M. Alain, ça a été un plaisir. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Politico de ce soir est terminé. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end. Nous sommes disponibles notamment sur l'application du groupe Canal+. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Au revoir. Ouf.